Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que du cinéma, un petit peu de série accessoirement. Mais là aujourd'hui on va parler de cinéma et toujours faire un petit peu friler avec l'actualité car hier je suis allé voir un film. Une révélation et franchement l'année 2024 commence plutôt bien après la déception de Priscilla qui clairement j'avoue est pas un film qui a touché mon petit cœur de cinéphile. Et oui parce qu'il y a des films qui te touchent et d'autres qui te touchent autant que ça peut toucher l'autre et clairement le film dont je vais vous parler aujourd'hui m'a clairement touché. Mais avant tout j'ai envie de vous parler de son réalisateur, justement un réalisateur très particulier qui a su tout le long de sa carrière à évoluer progressivement au fur et à mesure de ses budgets et justement des stars qui ont voulu bosser avec lui. Et si je vous dis la Grèce, justement la Grèce, pays pas forcément de cinéma, mais pays justement où le cinéma a beaucoup parlé. On peut citer des péplums, justement de la Grèce antique, et justement de toutes ces périodes de l'histoire. Mais la Grèce a donné justement un des réalisateurs les plus intéressants des dernières années, et je vais vous parler de Yorgos Lanthimos. J'espère que je ne bafouille pas son nom. Justement, ce réalisateur, justement que vous avez pu voir exploser, justement, notamment en France, via certains youtubeurs, grâce à Canine, film qui lui aura permis de percer à l'international, ce film très particulier d'un père et d'une mère qui vivent dans une maison isolée et dont le père fait essentiellement l'éducation des enfants jusqu'au point justement de les faire coucher entre eux, voilà, pour satisfaire leurs besoins, ou même voir engager des femmes de joie. Donc voilà, c'est clairement un film qui aura dérouté la critique, mais qui aura mis en avant un réalisateur au style très particulier et justement à l'humour noir, un humour très noir que beaucoup de gens oublient chez Lanthimos, dont l'humour est omniprésent. Il fera un film notamment appelé Alps que perso je n'ai point vu parce que je n'ai pas réussi à me le procurer, j'espère me le procurer franchement un de ces jours, mais dont le pitch était relativement très intéressant. Et du coup, il va arriver en 2015, parce que Canine c'est 2009, donc en l'espace de 6 ans, il va évoluer, il va pouvoir faire un film avec notamment en casting, petit casting, hein, je dis ça comme ça, Colin Farrell, Rachel Weiszels et Léa Seydoux. Donc franchement, on a vu pire comme casting, on a clairement vu pire. Donc voilà, c'est un casting qui est très intéressant, qui va lui permettre justement d'exploiter pleinement une carrière plus internationale, parce que production gréco-anglaise, Pays-Bas, Irlande, France, donc voilà. Le film, il arrive à fusionner tellement de production internationale pour pouvoir faire ses films et des projets intéressants pour des budgets plutôt confortables, pour lui amener justement des thématiques relativement très intéressantes. Et justement, ce film, justement, The Lobster va connaître un très bon succès critique et aussi public, parce que le public a plutôt bien suivi pour un film de ce genre. D'ailleurs, au 68e Festival de Cannes, où il remportera le prix du jury. Donc voilà. On a le style Lanthimos qui commence à s'affirmer. Viendra la mise à mort du cerf sacré 2 ans plus tard, un film que personnellement je trouve intéressant, mais clairement dont je suis clairement passé à côté, avec toujours un casting plutôt très intéressant, Colin Farrell, Nicole Kidman, Alicia Silverstone et Barry Keoghan. Donc voilà, il arrive toujours à faire cette production un peu hybride, là cette fois en Grèce, du côté de la Grèce, du Royaume-Uni, mais cette fois un peu plus des États-Unis, parce qu'il sera épaulé par A24, le célèbre studio dont vous pouvez, qui a permis à beaucoup de réalisateurs de se mettre en avant depuis pas mal d'années. On peut citer par exemple excusez-moi, pas mal de films, notamment celui d'Ari Aster, celui de Robert Eggers, notamment The Lighthouse, Midsommar, et pas mal de films justement très intéressants. D'ailleurs, le dernier Priscilla est en une grosse partie production à 24, notamment les films de T. West. Donc voilà, qui permet à des réalisateurs de pousser leur créativité beaucoup plus loin et d'amener justement une nouvelle vision. D'ailleurs, Euphoria, pour ceux qui ne savent pas, est aussi une coproduction avec A24. Du point de vue de la série. Donc voilà, c'est un studio qui est très large, qui arrive à renouveler pas mal de panels,
et qui amène beaucoup de chance, et là qui a apparemment comme projet de se diversifier en étant un peu plus commercial, ce qui est normal quand on évolue un peu. Mais après, pour amener de nouveaux publics et forcément toucher plus large, et une meilleure conjoncture économique, ce que l'on peut comprendre quand on est à la tête d'une société. Excusez-moi. Et il suivra un an plus tard, le mec bouffe de la péloche sur l'espace de 3 ans, le mec sort 3 films. Voilà. Et où il va suivre La Favorite, avec justement Olivia Colman, Emma Stone, qui j'ai l'impression va devenir sa nouvelle éleuse, et de nouveau Rachel Wells, justement, où tout ce film tournera une comédie sombre, semi-autobiographique, autour justement d'une personnalité très 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 particulière, qui est la reine Anne, dont la santé fragile va un peu vaciller entre 2 femmes qui lui tournent autour, mais voilà. C'est un film justement historique. Ce que je reproche à beaucoup de biopics, c'est d'être trop réaliste et de pas voir la patte d'un réalisateur derrière. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup La Favorite, parce que c'est un véritable film de Yorgos Lanthimos, avec cet esprit noir, cette comédie noire, cet esprit à la fois très très malsain et à la fois qui t'amène vraiment sur un film que je trouve très intéressant, et qui nous montre en fait que le réalisateur a une vraie patte. Et justement, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il développe un style, déjà un style vraiment à lui, que je trouve très très intéressant, notamment avec ses fisheyes, cette manière de jouer avec l'espace, très déformant, et perso c'est un style que j'aime beaucoup. La patte du Yorgos Lanthimos, j'ai commencé vraiment moi à l'apprécier personnellement à partir de La Favorite, qui je trouve au niveau de son style est ultra maîtrisé, là où je trouve qu'il a vraiment à une hauteur de ses moyens, niveau costume, niveau ambiance, et donc franchement c'est un film qui est très intéressant. Et via une petite pause de 5 ans, le temps de développer ses projets, je pense avec au milieu une pandémie mondiale que personne n'avait prévue, personne n'avait prévu, Non, du tout, tout le monde a oublié, ça a duré 2 mois et voilà, on a retrouvé nos vies. Non, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça, et ça a fait chier tout le monde, notamment les créateurs, qui n'ont pas pu justement clairement faire leur film dans les meilleures conditions. Ce gars Yorgos, lui, il a pris son break, il a fait son film dans ce qui a suivi. Du coup, ce film, qui a été notamment montré déjà en septembre à la Mostra de Venise, où il recevra une standing ovation de 10 minutes et remporte le Lion d'Or. Et je vais vous poser la question qui tue. Est-ce que pour moi, ce film mérite clairement son Lion d'Or ? Alors, je vais être honnête, j'ai pas tout vu de la Mostra de Venise. Il y a des films que j'ai pas pu encore totalement voir, parce que forcément sélection très compliquée, les films qui sont pas encore sortis. Une pensée pour Ferrari que j'attends énormément, il y a pas mal de films que j'attends énormément à la sortie, parce que je trouve que la Mostra, il y a des films notamment très intéressants. La Bête de Bertrand Bonello, il y a Ferrari. Y a pas, là j'ai la sélection devant moi, il y a quand même pas mal de films qui moi me bottent. Il y a aussi Maestro de Bradley Cooper qui peut être très intéressant. Donc voilà, il y a toute une série de films très très différents les uns des autres qui sont très intéressants. La Mostra de Venise, je trouve ça quand même une sélection très intéressante. Et du coup, lors de l'édition des Golden Globes, il va recevoir le film du meilleur film musical et comédie, puisque c'est clairement une comédie, alors qui pourra en déboussoler plus d'un. Et notamment aussi le sacre d'Emma Stone pour meilleure actrice dans un film musical ou comédie. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce film ? Qu'est-ce qu'il en est de tout autour de pauvres créatures aux Poor Things, justement dans son titre original? Et bah clairement, je vais vous dire, c'est un excellent film, avec un casting déjà exceptionnel. Je crois que c'est le plus beau qu'il ait eu, avec Emma Stone, William Dafoe, Mark Buffalo, Rami Youssef, et bien sûr pas mal d'acteurs français que vous verrez qui sont de passage. Et c'est un vrai plaisir de vous parler de ce film aujourd'hui. Alors certes, j'ai parlé pendant 10 minutes de la carrière de Yorgos Lanthimos, mais maintenant il est temps de passer à la critique, à l'analyse
j'ai pas envie de parler de critique même, d'analyse pure, de profiter du temps pour vous parler d'un film qui me fait plaisir, bordel de merde. Et clairement, c'est ça que j'aime, de me dire qu'on en parle librement. Mais de quoi ça parle du coup? Poor things, pauvre créature. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Gorim Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre, avide de découvrir le monde dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché. Elle embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents, imperméable aux préjugés de son époque. Bella résolue de ne pas céder sur des principes d'égalité et de libération. Et juste avec ce pitch, ça mène des thématiques très intéressantes. Très intéressantes. Déjà, sur l'aspect, justement, le pitch met un truc très intéressant sur l'aspect de découverte. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde où on vit à travers de plus en plus de préjugés, de plus en plus de comment un homme doit être, comment une femme doit être, comment les gens doivent être. Et clairement, ce personnage, déjà dans sa corps d'adulte, est vierge. Désolé pour le spoil, mais après bon, c'est les premières minutes du film, donc vous ne serez pas en soi spoilé de grand chose. La grande partie, justement, particularité, c'est qu'en fait, c'est une femme qui tente de se suicider, mais qui est suffisamment en vie pour justement égaler un bébé. Du coup, le cerveau adulte est mort, mais le bébé vit encore relativement. Donc le docteur Baxter a mis ce cerveau justement de bébé dans ce corps d'adulte, et ce corps justement cet enfant va avoir soif d'apprendre. Du coup c'est presque une femme enfant dans l'idée qui ne connaît rien du monde, qui doit tout connaître. Il y a ce côté vraiment une femme qui a soif d'apprendre. Et clairement ce personnage au début vierge ne sait pas manger, ne sait pas se tenir en société, ne sait pas faire les choses, découvre son corps aussi notamment, parce qu'elle a un corps d'adulte, justement, où la sexualité est vraiment au cœur du récit aussi sur certaines choses. Et ça que je trouve très intéressant. Du coup, dans un premier temps, le personnage va être un peu vierge, justement, de s'amener à de nouvelles, apprendre, l'apprentissage, et progressivement, elle va découvrir des choses qu'elle aime, des choses qu'elle aime pas, le désir, notamment le désir, une grosse tension sexuelle tout le long du film, où par exemple, elle va toucher ses attributs et faire « Oh, ça fait de l'effet, oh là là, c'est incroyable ». Est-ce que, du coup, très proche de beaucoup de femmes, et d'hommes aussi, de justement les premières fois où ils touchent leur corps, justement où ils palpitent ces corps, justement avec cette envie de découvrir certaines choses, justement. C'est ça qui est beau dans l'adolescence et l'âge adulte, même quand on apprend encore aujourd'hui. Moi, du haut de mes 31 ans, j'apprends encore des trucs dans le domaine de la sexualité, parce que c'est un long fleuve tu ne demandes qu'à apprendre. Et justement, cette femme a soif de découvrir, d'apprendre des choses, et se laisse porter en fait tout le long, justement d'abord par Max, le premier, un homme qui est vraiment amoureux d'elle, qui est attiré, mais qui justement comprend qu'il ne peut pas la tenir en laisse et doit la laisser partir, notamment avec la complicité de son père d'adoption, joué par William Dafoe, le docteur Gorim Baxter. Et du coup, cette femme qu'on va appeler, qui s'appelle Bella Baxter, justement, va partir justement avec le personnage de Duncan, joué par Mark Ruffalo, qui est un homme au début très libertaire, justement, qui a soif de jouer avec elle, de comprendre parce qu'il l'intrigue et tout ça. Et doucement, au fur et à mesure de la curiosité, des rencontres, parce que c'est vraiment ça aussi de dire que l'apprentissage se fait par des rencontres. Les manières dont tu vas rencontrer des gens qui vont t'apprendre, t'épanouir dans la vie et justement te permettre de te développer humainement, socialement, culturellement aussi, parce que justement c'est quand on côtoie des gens sur l'aspect culturel très intéressant qu'on se développe. Voilà. Et qu'au point, justement, avec ce Baxton, justement, avec ce Duncan, qui est justement ce personnage qui va lui permettre de voyager, de bouger, de voir d'autres mondes. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce personnage aller dans d'autres mondes, d'autres ouvertures,
Et tout le long de ce voyage, elle va partir en voyage avec lui, elle va beaucoup BSESER, voilà, s'envoyer en l'air, jouer de beaucoup de courgettes, de petits bons, comme elle dit. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très drôle et très cocasse parce qu'il y a ce côté un peu enfantin sur la manière. Alors, la question qu'on se pose aussi, du coup, ouais, mais c'est quand même un peu, voilà, c'est un peu drôle sur le dur de dire, mais en fait, à quel dosage ça se joue? Parce que c'est quand même une enfant et tout ça dans la tête. Donc, il y a un rapport qui est un peu compliqué. Voilà, donc c'est pour certains, par rapport à l'aspect pédophilie et tout ça, et vu qu'elle a un corps d'adulte, voilà, c'est une notion et c'est une sous-thématique que je trouve assez intéressante. Du coup, elle part à voyager avec lui du côté de Lisbonne, un Lisbonne fantasmé, que je trouve ça magnifique, mais j'y reviendrai après. Et du coup, elle va apprendre beaucoup au niveau du goût, des émotions, comme la musique, avec une femme qui chante, qui va l'émouvoir. Sur le bateau, elle va se cultiver avec notamment 2 personnages qui sont très intéressants et très drôles. Et plus elle va se cultiver tout ça, plus le personnage de Duquin va être sceptique, justement, en disant non, mais à la fois vous répondez pas à la bonne société, mais à la fois vous cultivez tout ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande d'une femme au final? C'est d'être assez attirante pour être intrigante, mais dès qu'elle se place trop et trop intelligente, c'est bon, vous me faites pas chier, vous ta gueule. Voilà. C'est un peu ça, un peu Ducamp dans son évolution, sa manière dramatique. Et justement, un moment viendra où ils ont plus de pognon. Et du coup, Bella, en bonne enfant, tu vois, qui est une femme enfant qui est, elle a dit non mais je vais trouver de l'argent et tout ça, et elle va aller justement dans un bordel pour gagner, voilà, pour avoir un rapport avec un homme. Ça va durer quelques secondes. Et du coup, l'homme, justement, elle va voir ce personnage du camp qui lui fait non mais mais elle lui fait, lui avec Candide, ah franchement, vous êtes le seul rapport que j'ai eu et vous êtes le meilleur. Franchement, j'étais déçu, un petit peu déçu de ce rapport avec cet homme qui a duré 3 coups de rein et puis s'en vont. Et le mec, énervé, mais vous êtes une putain, vous êtes une péripapéticienne, joué magnifiquement par Marc Ruffalo qui est extraordinaire dans le film, d'un ton comique que je trouve génial et que j'ai pas vu chez lui depuis très longtemps, alors que c'est un acteur exceptionnel. Du coup, derrière, elle va vivre un peu dans ce bordel, elle va se lier d'amour avec une femme. Elle va apprendre le secret de sa conception, entre guillemets, et du coup va revenir en Angleterre parce que son père d'adoption de cœur est sur les portes de la mort. Elle se rapproche de Max, dont elle a une attirance certaine. Ayant expérimenté tout ça, elle se sent capable de vivre avec lui. Mais son passé revient, son ancien mari revient lors d'une cérémonie de mariage, qui est très drôle, l'effet. C'est presque se taise à jamais et t'en as un qui arrive, oui, moi j'ai quelque chose à dire. Et du coup c'est très intéressant sur cet aspect là de voir ce personnage alors arriver et de dire, et que le personnage justement joué par Emma Stone a très envie justement, par toujours cette curiosité d'expérimentation, de voir en fait de ce qu'il en était de son passé, comment elle était. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle va y aller, voir à quel point cet homme était toxique, comme le personnage de Marc Ruffalo, en fait. Il dit c'est des hommes véritablement toxiques dans l'idée. Et du coup, à quel point il était rempli de vices, de mauvaises intentions, et que son elle de l'autre vie, finalement, n'avait l'air point heureuse. Et du coup, elle lui fait un sort que je trouve très cocasse, et qui est presque métaphorique sur beaucoup d'hommes toxiques, au final, qui ne sont que des bêtes. Je ne dirais pas plus que ça, mais je trouve ça très intéressant sur comment ça finit. Voilà, avec ce personnage qui va finir entouré des gens qu'elle aime, c'est-à-dire sa maîtresse qu'elle a connue à Paris, et Max justement à côté. Malheureusement avec Felicity qui n'est pas très développée, mais qui est un peu l'enfant bâtard au final du docteur Goldwyn pour combler le manque de présence de Bella,
et qui justement n'est pas aussi développée et intéressante qu'elle, tu vois. C'est un peu le père déçu par son enfant, quoi. Quand on a eu un enfant déception, les autres ne peuvent que d'être des éternelles déceptions. Et du coup, derrière, bah en fait, ça finit sur une note vraiment un petit peu, enfin douce amère avec la mort du personnage de William Dafoe, mais qui meurt un peu, genre façon un peu Jean Gabin dans Les Misérables, c'est-à-dire entouré, un câlin, une caresse, entouré de ses enfants qui l'aiment. Et perso, je trouve ça génial. Génial dans la manière dont ça a été amené. C'est un film qui est à la fois une véritable comédie noire et surréaliste. Déjà, je pense véritablement sublimé par toute la patte artistique qui a été vraiment amenée par Yorgos Lanthimos, qui est très intéressant. Qui est très intéressant parce qu'il nous montre véritablement une œuvre surréaliste. Déjà, c'était un peu ressenti sur ses différentes réalisations. Mais ça se sent beaucoup plus sur le niveau des décors, au niveau même des personnages. Alors avant, il y avait des personnages très raides. Mais là, Emma Stone offre un personnage incroyablement souple et vraiment dans l'idée d'un surréalisme. Par exemple, tout au début du film, vu qu'elle découvre son corps, elle a une motricité très exagérée. Parce que là où un peu comme un enfant, c'est-à-dire un enfant qui peine justement à marcher, justement là où elle a déjà un corps d'adulte, donc la motricité est beaucoup plus compliquée à gérer, beaucoup plus qu'à développer. Et plus elle va avancer dans sa vie de rencontres, ce qui va donner notamment des scènes assez drôles et tout ça, comme la scène de danse dans cet hôtel où elle va danser avec Mark Ruffalo, et c'est incroyable à quel point j'avais sorti cette vanne à mon ami à côté. J'ai fait, c'est moi ou j'ai l'impression qu'elle danse mieux que dans La La Land alors que son personnage voilà, est doucement, motriquement compliqué à gérer, mais qui donne véritablement une sensation ultra intéressante à ce personnage qui a vraiment une évolution dans toutes les étapes, à la fois cérébrale et à la fois dans sa gestuelle de corps, pour arriver vraiment à une femme qui se tient droite, une femme avec des valeurs, un esprit. Et c'est ça en fait qui est très intéressant dans le film, c'est qu'en fait, mesdames, n'ayez pas peur d'avoir des expériences. Le sexe n'est que du sexe, et que justement, derrière, ce genre de film, justement, vous êtes destiné pour dire, vous avez le droit d'avoir des expériences, vous avez le droit de connaître pas qu'un seul homme, vous avez le droit de vivre votre vie comme vous le sentez, pour pouvoir être épanoui, et qu'il y a un moment, et qu'il y a un âge pour tout dans la vie avant d'être épanoui. C'est à ça. Par exemple, quand on est presque proche de l'adolescence, quand elle veut partir, et quand elle part, justement, elle vit toutes ces expériences pour revenir en femme accomplie, en femme épanouie. Et justement, c'est avec ces expériences qu'elle devient une femme accomplie. Après des moments, justement, à la fois de dureté, où elle a vu la cruauté du monde, et la dureté, justement, de certaines choses, qui fait qu'elle est devenue totalement une femme épanouie. Et c'est ça qui est très intéressant, justement, dans ce film, de nous montrer qu'un personnage doit évoluer perpétuellement pour justement devenir quelqu'un. Là où aujourd'hui ce personnage pour moi est intéressant, c'est qu'il est autant destiné aux femmes qu'aux hommes. Où messieurs, à un moment, une femme n'est pas notre possession. C'est un être humain. Là où je vois, aujourd'hui, nous vivons dans une époque où, via les réseaux sociaux, nous avons de plus en plus de messages, entre guillemets, virilistes. Et pourtant, messieurs, vous me dites « Non, mais t'es un sale gauchiste de merde » et tout ça. J'ai envie de vous dire, messieurs, moi je vais à la muscu, ça m'empêche pas quand même de lire, voilà, de me cultiver perpétuellement, en regardant des films, en lisant énormément. En écoutant beaucoup de musique, très curieux à la fois de certaines musiques, notamment beaucoup dans la scène métal, la scène un peu blues, jazz, j'apprends énormément. Mais du coup, il y a tout ça, en fait, ces personnages, justement, messieurs, effayez-vous aussi à des choses. Comment vous pouvez devenir, entre guillemets, un bon coup si vous-même, vous n'expérimentez pas, vous n'essayez pas d'apprendre de vous-même et de certaines choses pour devenir plus épanouissant. C'est ça qui est intéressant. Et pour ne pas devenir des hommes, ces hommes entre guillemets toxiques, comme le personnage de Mark Ruffalo et de son ancien mari, justement, qui sont à la fois l'alcool, le jeu, le sentiment d'impuissance,
justement, et la violence aussi beaucoup pour le personnage du mari perpétuel. Mais justement, c'est pour ça que le personnage de Max est beaucoup plus attachant. À l'écoute, prenant le temps justement de la laisser s'épanouir, et justement, n'enlève rien à ses sentiments. En tant que femme accomplie, au contraire, il l'aime tout au plus. Elle lui fait « Vous savez que j'ai été une putain ». Ce n'est point grave. C'est ça, parce que mesdames, vous avez tout à fait le droit de vivre votre sexualité comme vous le sentez, de le vivre. Et c'est ça qui en fait un film très intéressant. D'un point de vue thématique, là je parle essentiellement des thématiques, mais là j'ai envie de parler justement d'un des points que je trouve extraordinaires, justement. Attendez, juste auteur de la photographie. Parce que justement j'avais envie de faire le point photo, parce que je ne parle assez rarement de la photographie, notamment au cinéma. Et vous savez à quel point, enfin je parle assez souvent parce que vous savez à quel point je suis un amoureux de justement de l'image. J'aime beaucoup l'image dans la manière dont c'est amené, dans la manière dont c'est développé. Et justement là, la photographie, on a notamment un chef opérateur que moi je trouve assez intéressant, dont j'ai pris du temps pour savourer le style, notamment avec American Honey, I Am Not a Serial Killer. Je l'avais pas forcément vu aussi bien exploité dans moi, Daniel Blake, mais clairement là dans un film comme Pauvre Créature, je vois toute la force visuelle qu'a le film, et que clairement c'est pour moi un chef opérateur que je trouve très intéressant d'un point de vue visuel. Ce travail du noir en blanc très contrasté, magnifiquement éclairé, qui donne cette sensation justement de personnage justement qui vit encore dans une enfance jusqu'à qu'elle s'épanouit plus ou moins, ou pour laisser passer des couleurs vives, éclatantes, dans un monde en fait qui... Certains vont me dire oui mais ce film justement n'est pas sombre, n'est pas glauque, nihiliste. Non, parce qu'en fait le but c'est aussi de montrer un personnage qui se développe, qui a soif de connaissances, et surtout c'est que, mesdames comme messieurs, si vous avez soif de connaissances et de vous développer, vous deviendrez des gens épanouis dans vos vies et sur vos manières d'être. Et en fait c'est ça qui vous fait justement de vous ouvrir au monde, à des cultures, à des pensées. Moi je fais partie de ces gens qui disent tout simplement que si vous voulez développer votre esprit, il faut ne pas avoir peur de se confronter aux personnes en face, et que justement on peut devenir de plus en plus épanoui dans cet aspect de la dualité, justement, de nous amener justement à nous confronter. Et cette photographie répond à ça, justement, déjà avec son noir et blanc très marqué au début, pour amener justement son contraste de couleurs un peu plus tard. Du coup, c'est vraiment un projet qui est très intéressant sur tous les points, d'un point de vue de la photo. La musique est très proche de ce que fait Lanthimos, c'est-à-dire très grinçante, très cynique, je trouve, mais que ça marche relativement très bien, justement, tout le long du film. Musique faite par Jasken Foken. Alors certains vont me dire, ouais, mais bon, tu nous parles des techniciens. Alors oui, j'ai envie de dire, le cinéma, c'est un art collectif. Il y a un réalisateur, mais à côté, il y a d'autres gens. Et Jasken Foken est franchement très intéressant sur beaucoup de choses. D'un point de vue thématique, d'un point de vue tout ce qu'il apporte. Perso, je trouve ça très intéressant dans la manière dont il amène ses musiques à la fois, mais à la fois très surprenantes. D'ailleurs, d'un point de vue de la photographie, j'ai pas eu le temps de m'y attarder trop. C'est dingue comment la caméra est perpétuellement en mouvement. Alors soit déjà les déplacements des corps déjà via les personnages, mais surtout aussi beaucoup avec ce travail justement de travelling justement pour amener l'action des personnages, et surtout beaucoup de zoom. Putain, j'ai plus vu de zoom dans ce film que carrément dans tous les films des 15 dernières années. Et franchement, ça nous montre à quel point le zoom est une arme de mise en scène pour te dire, regarde là, regarde cette expression qui change, regarde, ça va parfaitement avec leur armée justement d'expressions diverses. Très intéressant. Et aussi notamment aussi l'utilisation du fisheye, qui est très intéressant et qui justement
excusez-moi, qui justement déforme les lieux et nous montre la grandeur des décors. Des décors faits par James Price, qui nous, franchement, déjà cette maison qui est à la fois dans une architecture très anglaise, mais à la fois justement qui déforme les lieux, qui nous amène presque sur un univers très fantastique, et c'est justement que je trouve ça très intéressant, avec justement accompagné les costumes magnifiques de Holly Wellingston, justement, je crois qu'il était aussi sur de La Favorite au passage, qui justement nous amène véritablement une ambiance justement chez ces personnages à la fois colorés, fous et totalement rempli de cette envie de contre-nature et qui sublime à la fois ces personnages. D'ailleurs, un petit point sur les costumes, on voit globalement presque l'évolution justement avec ces longs costumes justement, ces longues robes justement qui couvrent un peu son corps quand elle est presque enfant et ado, qui deviennent plus courts un peu plus tard quand elle sort justement de chez Monsieur Blackstone, son père de substitution, pour après derrière redevenir un peu plus long, un peu plus couvrante, mais toujours avec ce côté un peu plus sexy. Pourquoi ? Parce que elle est devenue épanouie, elle a évolué. Oui, parce que les gens évoluent. Si vous évoluez pas, si vous êtes les mêmes à 20 ans et à 30 piges et qu'il y a un putain de problème dans votre vie, à un moment, faut évoluer. Du coup, voilà, une magnifique DA artistique, franchement, dans les décors. En fait, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le film aussi. Et j'en parlais avec mon ami justement sur ça. C'est qu'en fait, le film me dit Lisbonne, c'est ça. Le film me fait croire que Lisbonne c'est ça. Bah j'y crois. Je me fais putain Paris c'est ça, j'y crois. Londres c'est ça, j'y crois. Et du coup, clairement, c'est un travail d'orfèvre qui est en fait clairement pour moi de Pauvre Créature, un de mes films préférés de l'année 2024. Alors, vous m'allez dire que l'année ne fait que commencer, que d'autres films vont arriver, mais je ne demande qu'à être surpris. Mais en tout cas, j'espère que ce film vous plaira autant qu'il m'a plu, parce que c'est un film pour moi bourré de sincérité, qui est véritablement pour moi une véritable pépite, et peut-être, je dirais même, mon film préféré de Yorgos Lanthimos, dont j'attends avec impatience les prochains travaux, parce que ça va être très intéressant. Très 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 intéressant. Au passage, j'ai oublié de parler du point acteur, bien sûr, donc on va s'arrêter là avant avec le point acteur. Emma Stone, et pour moi ça n'a pas l'Oscar, je trouve ça scandaleux, parce que on n'a pas encore les nominations pour les Oscars je crois, mais globalement c'est une performance incroyable. Et en fait moi ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est un film où elle se donne. Parce que vous savez que Emma Stone c'est une actrice qui justement à la fois, on va dire entre guillemets comme beaucoup d'actrices américaines, relativement pudique sur l'aspect du corps, sur l'aspect très puritain sur certaines choses, sur ça, où on l'a jamais vu à poil, à la différence d'une Margot Robbie, ou un peu plus dénudée que la moyenne. Là, véritablement, Emma Stone nous montre ce livre complètement sur ce personnage, justement, où elle est souvent nue, des rapports de coït, et justement, à se livre pleinement. Déjà sur ça, c'est toujours une performance pour moi, dans un monde où aujourd'hui les scènes le sexe c'est quelque chose de très compliqué à montrer à l'écran, déjà parce que d'un point de vue déjà de production, et surtout aussi l'aspect sociétal qui devient actuellement, faut pas le dire, de plus en plus puritain. Il ne faut pas avoir peur des mots, de plus en plus puritain, et très intéressant justement sur ce personnage, une grosse performance d'Emma Stone qui pour moi s'est donné littéralement à ce rôle, là où moi je trouve depuis quelques rôles elle a fait des rôles intéressants, notamment Cruella qui m'a fait beaucoup rire, et Retour à Zombieland qui était pas une grosse prise de risque, Battle of Sex que j'avais pas forcément avaré, et La La Land j'étais un peu plus mitigé sur son rôle sur La La Land, là où je trouve que Ryan Gosling brillait plus. La Favorite, là où elle brillait véritablement, d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'aussi elle va tourner The King of Kidness avec Yorgos Lanthimos qui est son prochain projet, elle va retourner avec Cruella avec Greg Gillespie. Donc moi je pense que ces années 2020 vont être, je l'espère en tout cas,
assez intéressante pour cette très chère Emma Stone. Je lui souhaite beaucoup de projets, en tout cas très intéressants. Et force à elle, parce que franchement, c'est pour moi, sans conteste, un de ses meilleurs rôles. William Dafoe, toujours si brillant. Pour moi, ça devrait être l'homme aux 10 Oscars du meilleur personnage secondaire. Parce que le mec, si on prend le temps de regarder quand même, là, parce que je suis sur ça, le mec, quand même, est partout, hein, sur tous les films. Du côté de Adèle Ferrara, du côté de Paul Schrader, de Wes Anderson, Guillermo del Toro, Robert Eger, Walter Hill, ou encore Wes Anderson, encore Robert Eger, il fera dans le prochain Tim Burton. Depuis quelques années, pour moi, William Dafoe, c'est peut-être pour moi le réalisateur. Il a tourné chez Lars von Trier en plus. Est-ce que pour moi, on peut mettre le débat? Question de débat d'ailleurs, on met les choses, on pose les choses. Est-ce que William Dafoe est peut-être un des cinéastes les acteurs les plus intéressants du cinéma américain? Est-ce qu'il n'est pas aussi sans conteste pour moi aussi un des acteurs avec une des meilleures carrières de l'histoire du cinéma américain? C'est une question qui se pose, c'est une question qui mérite sujet à débat. Moi personnellement, je trouve que c'est un acteur justement qui est ultra sous-estimé et pourtant on le voit partout. Voilà, c'est mon avis, je dis les choses, je pose le débat. Mark Ruffalo qui, comme dirait un ami, bon c'est c'est pas She-Hulk hein, quoi. Donc clairement, il arrive franchement à faire de vivre un peu sa carrière derrière, justement, où on va le voir aussi prochainement chez Bong Joon-ho. On l'a vu chez Darkwater, chez Todd Wayne. Donc pour moi, c'est un acteur qui est justement très intéressant de savoir comment il va évoluer sur son poste Marvel, littéralement, même s'il est encore un peu chez Marvel, c'est un des rares acteurs qui encore y est, parce que notamment chez She-Hulk, et voilà, donc il apparaît doucement. Il a fait un caméo sur une scène post-générique. Donc voilà, c'est un acteur que moi perso, alors encore en dehors de Robert Jr. et tout ça, je trouve que moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, notamment que tu as vu chez Zodiac, chez Michael Mann. On a oublié qu'il était chez Michael Mann, on a oublié qu'il était chez Eternal Miss Sunshine on the Spotlight Night, chez Michel Gondry. C'est un acteur qui est ultra intéressant. Il a aussi joué dans, comment il s'appelle ce film que j'aime beaucoup, New York. Ah merde, New York Melody, justement, qui est un film d'une douceur que j'aime énormément. C'est un acteur qui montre encore qu'il en a largement sous le capot, qui est très intéressant. Tous les autres personnages secondaires, comme Rami Youssef, qui est très 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 bon. Je suis un peu déçu de voir pas un peu plus Margaret Qualley, qui est une actrice que j'adore, hein, que vous avez vu notamment dans plein de films, dans Nice Guys, dans Tarantino, qui a une carrière très intéressante, qu'on devrait voir aussi prochainement dans le prochain film des frères Cohen. Donc clairement, voilà, c'est un film qui, moi, j'attends énormément. Les acteurs sont exceptionnels. Donc ils valent tous le détour, ils ont tous leurs caractéristiques qui fait que c'est intéressant. J'en ai parlé de ce film pendant 38 minutes parce qu'il y avait beaucoup à dire, et justement quand il y a un film, il y a beaucoup à dire, c'est que c'est un film intéressant, c'est un film qui a une grammaire et quelque chose à offrir, et ce film est généreux, donc offrez à ce film une belle sortie en salle qu'il mérite. Parce qu'il y a des films qui méritent globalement d'avoir le cœur du public, et ce film est très bien noté. La salle était pleine, même si on n'était pas dans la plus grande salle du UGC. Et franchement, ça m'a fait plaisir de la voir pleine, de voir en espérant que le bouche à oreille marche et que le film marche bien. Prochain podcast, un petit peu dans les news. Je vais faire peut-être du live cette semaine, en fin de semaine justement, et début de semaine prochaine. On va accélérer un peu le rythme. D'ailleurs, le prochain podcast sera un podcast un peu particulier, car nous allons aller du côté du 18+. Alors attention, nous allons pas aller du côté PORNO. Nous allons plus parler de films qui parlent notamment de sexualité. Alors ça peut être de la sexualité tout simplement globalement, mais aussi de films qui tournent autour de l'industrie avec la lettre qu'il ne faut pas dire, YouTube, et aussi de toute thématique autour de la sensualité, de l'aubergine et de la pêche. Donc du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Je vous retrouve prochainement avec plein de contenu.
Les prochaines semaines vont être très actives et ça me fait super plaisir de vous avoir offert ce podcast. Merci d'être là. Pensez à mettre un petit like, un commentaire, d'aller voir le film et d'en reparler après derrière avec moi si je fais du live. En tout cas, ça c'est un véritable plaisir. Merci à vous. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.